Nathalie Arthaud, bonsoir à vous, porte-parole de Lutte ouvrière. Et candidate aux élections européennes. Et candidate aux élections européennes. Ces derniers temps, voilà, y compris ce qui s'est passé à la télévision, peut induire en erreur. Il y aura bien une liste Lutte ouvrière aux élections européennes. Nous parlions de ce débat, ce grand débat, un débat en trompe-l'œil, disent certains. C'est votre opinion, Nathalie Arthaud, vous avez la parole. Un débat en trompe-l'œil, ce débat, ça a été surtout le grand show d'Emmanuel Macron, hein, évidemment. Non, je crois que c'est, je crois que les Gilets jaunes, leur mobilisation a tordu le bras au gouvernement. C'était une bonne chose parce qu'au moins nous discutons effectivement de ce qui touche des millions de femmes et d'hommes. Hein, effectivement, la difficulté de vivre, d'avoir un travail, d'en vivre dignement. Et toutes ces questions, elles sont sur la table. Moi, je suis convaincue que à l'issue de ce débat, il n'y aura évidemment pas de solution parce que précisément, vous savez, quand vous ne voulez pas prendre l'argent là où il est, c'est-à-dire dans la poche des plus riches, quand vous ne voulez pas demander des comptes à ces grands groupes industriels et financiers qui ont de l'argent par-dessus la tête, qui ne veulent pas embaucher, qui ne veulent pas augmenter les salaires, qui ne veulent pas même embaucher les apprentis, les intérimaires qui bossent pour eux depuis des années et des années, qu'est-ce que vous avez à faire ? À prendre dans la poche d'autres salariés. Alors, ceux qui sont peut-être un peu plus riches, ok, mais vous savez, moi j'étais frappée par le début du quinquennat qui consistait à demander aux retraités, à des gens qui avaient travaillé toute leur vie, d'être solidaires des salariés, des actifs. D'être solidaire, donc d'accepter l'augmentation de la CSG, etc. C'est toujours cette même logique. Il faut effectivement que les pauvres soient solidaires entre eux. Eh bien, moi, c'est pas du tout ma politique. Moi, je pense qu'il faut aller taper à la porte des plus riches, de ceux qui ont des milliards, il faut le dire, parce que c'est ça, hein, cette société est très riche. Bah oui, parce que ce discours sur le chômage voilà, sur les emplois non pourvus, sur le fait qu'il y a plein d'emplois à prendre dans cette société, mais enfin quand même, etc., etc. Mais c'est un mensonge. Dans toutes les grandes entreprises, mais je veux bien croire que dans la petite boulangerie, de petits villages, il y a un temps partiel proposé où il faut sa voiture qui est payée, donc on ne peut pas en vivre, etc. Ça, ils ne trouvent pas effectivement preneur, ça c'est sûr. Il y a des boulots qui ne trouvent pas preneur parce que justement on demande à des salariés de bosser pour même pas réussir à trouver à payer son logement. Donc ces boulots-là, ils ne trouveront jamais preneur. C'est une évidence. L'esclavage, c'est fini. Bon, donc évidemment, il y a un certain nombre d'emplois. Sauf que dans toutes les grandes entreprises, ça n'embauche pas. Et non seulement ça n'embauche pas, mais ça supprime des emplois. Et il y a, je vous ferai remarquer, ça vous a peut-être échappé, mais il y a des grands groupes qui ont fermé leurs portes ces derniers temps. Ford, Ascoval, Arjowiggins, je pense à Igvial aussi, une entreprise qui est dans le Loiret, qui ferme ses portes également. Alors, moi, ce qui me frappe, c'est que vous nous dites on a tout fait pour qu'enfin, à nouveau, il y ait des investissements, que la machine soit relancée, pour qu'il y ait des emplois. Eh bien, force est de constater que là, pas de repreneurs. Pas de repreneurs. Les fonderies du Poitou, menacées. Repreneurs, on attend de voir. Donc vous voyez, s'il n'y a plus de marché, madame, excusez-moi, mais vous n'allez pas reprendre des entreprises. Je vous ai entendu pendant une demi-heure. Mais oui, alors mais si vous permettez, il y a un marché pour faire marcher une entreprise. Alors, je suis entrepreneur, et je vais vous expliquer comment marche une entreprise. Merci madame. Merci madame. Il faut qu'il y ait une demande. Oui, précisément. Eh bien, justement, ce que je constate, c'est que votre économie, elle est en crise. Parce qu'effectivement, pourquoi il n'y a pas de repreneurs? Pourquoi il n'y a pas d'investisseurs dans ces entreprises? Parce qu'ils réalisent que leurs profits ne sont pas garantis, que la concurrence, elle est féroce, que c'est la guerre commerciale dans tous les sens. Parce qu'au bout du compte, ces gens-là, ils ne sont prêts à mettre de l'argent que quand ils sont sûrs d'être payés rubis sur ongle, très vite, le plus vite possible. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils mettent leur argent aujourd'hui dans la finance et dans la spéculation. Mais la réalité... Vous envoyez des mails. Mais madame, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi, mais je ne vous ai pas coupé. Je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé. Eh bien oui, parce qu'en réalité, on est en crise. Alors ça, ce n'est pas Macron. Ce n'est pas de la responsabilité du gouvernement.
simplement, c'est une réalité des limites de la société dans laquelle on est. On est dans une crise économique profonde et on s'en sortira pas tant qu'effectivement on ne contraindra pas transformation numérique, madame. Les capitalistes à rien du tout. Demain, les premières restitutions du grand débat, on en a parlé, ce sera autour du Premier ministre Édouard Philippe avant les mesures annoncées par Emmanuel Macron, a priori, pour la mi-avril. Alors, parmi les pistes évoquées, il y a la réforme de la fonction publique. Nathalie Arthaud, je voulais vous entendre là-dessus, justement. Est-ce que ce serait utile pour vous de faire un grand ménage? On devine un peu votre réponse. Non, moi je pense que c'est une diversion surtout. C'est une diversion pour justement... Il est quand même bien forcé de... Bon, il cherche de quoi faire des annonces, hein, c'est évident. Parce que précisément, il veut pas s'attaquer aux vrais privilégiés et aux principaux responsables de la situation. Voilà, parce que encore une fois, quand on voit tous ces groupes richissimes qui continuent de supprimer des emplois, qui continuent, vous savez, on discutait des emplois des jeunes à former, etc. Moi, je suis prof à Aubervilliers. Il y a y compris des sections de BTS dans mon lycée. Mais les élèves, pour trouver un stage en entreprise, mais c'est la croix et la bannière. C'est la croix et la bannière. Alors on dit, oui, on cherche des jeunes, il suffit de vouloir pour pouvoir. Mais je peux vous assurer que tous ces obstacles, ils sont là. On peut être apprenti et pas déboucher sur rien. C'est ça la situation. Alors là, bon, il est en train de discuter de l'ENA, ce qu'il faut y apprendre, le recrutement, etc. Moi, pour parler de ce que je suis en train de vivre en ce moment, avec la loi Blanquer sur l'éducation, c'est un recul. Alors, ça va vous énerver, madame, mais ça va pas m'énerver. La réalité, c'est que vous voyez, on va devoir. Et vous n'êtes pas garante de la vérité. Nous allons devoir fonctionner. C'est pas parce qu'on pense différemment de vous. Il y a un texte de loi et il y a 2000 suppressions d'emplois il y a 2000 suppressions d'emplois dans le secondaire où je travaille. Et de fait, dans notre lycée, le nombre d'élèves par classe va augmenter. Donc les chances, effectivement, pour ces jeunes, de se cultiver, d'apprendre, de réussir vont diminuer parce que pour nous, travailler dans petits groupes, c'est vital dans ce genre d'établissement. Alors voilà, c'est tous ces problèmes qui touchent la grande partie de la population qu'il faut prendre à bras le corps. Là-dessus, le gouvernement, il fait des économies, alors de façon subrepticement, sans trop en parler, etc. Et puis de l'autre côté, il va agiter des mesures un peu symboliques qui n'auront finalement aucun effet. Alors, on va parler d'un autre sujet. On parlait à l'instant justement des grands patrons. On va parler à présent du retour précipité en France de Carole Ghosn, la femme de Carlos Ghosn. Elle a décidé de quitter le Japon et elle raconte les circonstances de la nouvelle arrestation de son mari, comme l'ex-dirigeant de Renault-Nissan. Elle en appelle d'ailleurs à Emmanuel Macron. Justement, vous parliez, Jean-Yves Le Drian, qui est un petit peu, on va dire, un petit peu embarrassé, on va dire. Oui. La France respectait totalement la souveraineté et l'indépendance de la justice japonaise. Et j'ai rappelé aussi notre attachement au respect de la présomption d'innocence et à la pleine application de la protection consulaire. Véronique Ramasson, vous vouliez réagir justement. Oui. On la sent un petit peu embarrassée. Oui, parce que là, j'ai envie de me tourner vers Madame Arthaud. J'ai envie de tourner parce que, je veux dire, quand on entend ces sommes qui sont avancées à propos de Carlos Ghosn, on hallucine. Moi, je ne sais même plus ce que ça veut dire. Donc, ça fait découvrir deux choses importantes. Pour certains, il y a plein de gens savent peut-être, mais comment dire, le fait qu'il y ait des gens qui vivent dans un autre monde de catégorie financière que le reste de l'humanité. Nathalie Arthaud. Non, mais moi, vous dites que c'est dur, c'est choquant ce qu'il est en train de vivre, mais en fait, est-ce qu'il est traité autrement que... Je crois qu'il est traité comme tous les autres. Il est traité comme tout le monde, voilà. Et c'est ça peut-être qui vous surprend, parce que habituellement, c'est vrai que les gens très riches, qui ont des positions, qui ont des réseaux, ils sont rarement traités effectivement comme les autres. C'est pas le quartier de la santé. De façon générale, ils sont toujours traités d'une façon particulière. Alors là, il est traité comme tout le monde. Eh bien, écoutez, c'est un atterrissage peut-être un petit peu dur pour lui, mais ça lui fera pas forcément de mal. Allez, on va terminer sur ces mots. Merci à vous.